Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Décentralisation en marche, l'entrée en scène des maires de ville. Luc Messia Tangana reçoit les clés de la capitale. Dans un instant, le super maire dira sur ce plateau ses priorités pour Yaoundé. Coopération Afrique-France en marche, le président de la République, son Excellence Paul Biya, invité au sommet de juin à Bordeaux. Dans ce 20h30, la transmission du carton d'invitation au ministre des Relations extérieures. Construction toujours en marche au stade d'Olembe, ici à Yaoundé. Contrairement à ce qui se dit, les travaux avancent sur le site. Nous irons en avoir confirmation, ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. La capitale a donc son super maire, ce sera Luc Messia Tangana pour les 5 prochaines années. Il est administrateur civil principal hors échelle. Le secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation remplace le dernier délégué du gouvernement de Yaoundé, Gilbert Timiévouna. L'élu de Yaoundé 3e, dont il est originaire, investi par son parti le RDPC, l'a remporté par 196 voix sur les 294 votants au total. Le film de cet événement ce mardi, Séverin Legambélé. À l'annexe de l'hôtel de ville où se déroule l'élection du maire, les conseillers municipaux de cette commune d'arrondissement de Yaoundé arrivent par vagues successives. Ils sont soumis au contrôle de routine, à la détection des métaux dès l'entrée du bâtiment. À l'heure indiquée, le mandataire du comité central du RDPC, le ministre Ibrahim Talba Mala, et Gilbert Timiévouna, chef de la délégation permanente du RDPC dans l'Onfundi, rejoignent les 297 conseillers municipaux dans la salle. La séance de constitution du groupe municipal se déroule portes et fenêtres closes. Quelques indiscrétions tout de même, l'identité des candidats investis est dévoilée pendant le huis clos. Les réseaux sociaux relaient l'information, ce qui à l'ouverture de la session de plein droit, cette fois en présence du préfet Jean-Claude Tila, fait planer une atmosphère lourde dans la salle des fêtes à Samba. Néanmoins, le processus électoral est enclenché, vérification du quorum du reste atteint, mise en place du bureau d'âge, des prises de parole, de recadrage, notamment l'esprit de la démarche du comité central et le rappel des dispositions pertinentes du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Le candidat investi décline son identité. Le préfet ordonne le début des opérations de vote pour matérialiser le choix des conseillers municipaux. Malheureusement, d'autres candidatures se manifestent dans la salle. Les rappels incessants à l'ordre ne font pas tomber l'ampleur du chahut. Gilbert Timiévouna demande et obtient la suspension de la séance pour quelques minutes. Le temps monte. Nous n'avons pas été consultés sur les 7 communes de Mfundi. Le mandataire a consulté qui ? Moi j'ai joué au basket, on appelle ça un passage en force. Au retour de la concertation avec les présidents des sections RDPC du Mfundi, les malentendus sont dissipés. L'élection du maire de la ville de Yaoundé se poursuit en toute sérénité. Et au décompte des voix, Luc Messia Tangana est déclaré élu. Le pur produit de l'École nationale d'administration et de magistrature ajoute une corde de plus dans son arc. Le tout nouveau maire de la ville de Yaoundé est chargé de mission au secrétariat général des services du Premier ministre, secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation, président du comité de l'élite de Yaoundé 3e. L'environnement de travail de l'hôtel de ville ne lui échappe pas beaucoup. Depuis 2007, il est membre du conseil de la communauté urbaine. Et le 20h30 à la primeur ce soir d'entendre les premiers propos, les premières interviews officielles peut-être de monsieur le maire de ville, Luc Messia Tangana, élu donc ce mardi à la tête de la capitale. Bonsoir monsieur le maire de ville. Bonsoir. Il va falloir nous habituer à ce vocable, monsieur le maire de ville. Passer l'émotion de ce vote qu'on vient de voir, un vote plutôt palpitant. Est-ce qu'il y a déjà chez vous une idée des priorités pour la capitale Yaoundé? Merci de me donner la parole. Avant d'aborder le volet priorité, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, président national du RDPC, qui a bien voulu faire honneur
à ma modeste personne et m'a également accordé sa haute confiance à travers l'investiture du RDPC qu'il a bien voulu m'accorder. Je lui dis sincèrement merci, ainsi qu'à toute la hiérarchie du RDPC. Je voudrais également dire sincèrement merci à M. Gilbert Tsimeivuna, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, et également président de la délégation permanente départementale du RDPC pour l'Umfundi, qui, dans cette position, nous encadre, nous accompagne depuis de longues dates. Et sur ce plan, je lui dois beaucoup. Discrètement, on ne le savait peut-être pas. Comme cadre de cabinet, j'étais obligé d'être discret. Et je dis sincèrement merci à monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux populations de Yaoundé qui ont bien voulu élire massivement les listes du RDPC dans les 7 communes d'arrondissement qui composent la communauté urbaine de Yaoundé. Mes remerciements vont également aux conseillers municipaux qui m'ont fait confiance en m'accordant leur voix pour l'élection au poste de maire de la ville de Yaoundé. Vous y êtes donc. On demandait sur ce plateau du 20h30 une idée de vos priorités à la tête de Yaoundé. Les priorités se résument en une priorité globale, celle de voir la modernisation de Yaoundé se poursuivre. Elle a été entamée par M. Gilbert Tsimeivuna. Il est donc question de la poursuivre en l'accélérant. Les priorités séquencées viendront après. Et pour l'heure, nous venons d'adopter en décembre dernier le plan de campagne pour les travaux qui doivent être effectués dans la ville de Yaoundé tout au long de cette année 2020. L'administration municipale est organisée et rien ne s'improvise. Donc, je ne saurais m'aventurer ici en évoquant des priorités qui ne s'inscrivent pas d'abord dans le cadre d'un plan de campagne qui est voté. Mais vous êtes, on le dirait, dans le secret des dieux. Vous maîtrisez sur le bout des doigts ce processus de décentralisation en tant que secrétaire permanent de ce Conseil national de la décentralisation dans les services du Premier ministre. D'où cette question, à quoi peut-on s'attendre en termes de ressources additionnelles dans ce secret des dieux, d'infrastructures nouvelles pour notre belle et chère capitale Yaoundé? La réflexion est en cours pour ce qui est de l'apport en ressources additionnelles pour le bon fonctionnement des municipalités. Il n'y a pas seulement que la communauté urbaine qui est concernée sur ce plan. Et nous savons tous qu'on ne dévoile pas les dossiers qui sont en cours. Tout de même, juste lever un pan de voile en cette soirée où nous célébrons le gouvernement, à la tête de la ville de le gouvernement, à partir du chef de l'État, s'est engagé à accroître les ressources des collectivités territoriales décentralisées. Et plus encore, celle de la ville de Yaoundé, quand nous savons que beaucoup d'événements sont programmés, beaucoup de manifestations sont programmées dans notre ville. Le Chan dans l'immédiat, dans une trentaine de jours, entre la autres, Cannes en 2021. Le Chan, la Cannes. Tout cela doit se préparer au cours de l'exercice 2020, puisque la Cannes, c'est début d'année 2021. Janvier. Oui, donc tout doit se faire au cours de l'année 2020.
D'accord, mais on peut affirmer quand même avec vous ce soir, vous le savez, vous habitez cette ville de Yaoundé, l'un des principaux soucis, c'est certainement l'incivisme des populations, le désordre urbain tant décrié par votre prédécesseur, le délégué du gouvernement Tchimiouna. Sur quel levier allez-vous donc actionner en accord avec les communes pour venir à bout de cette gangrène, monsieur le maire de ville de Yaoundé? S'agissant de l'incivisme urbain, nous savons que c'est une préoccupation et je devrais m'atteler à y mettre fin. Je dis bien à y mettre fin. De quelle façon? D'abord, il y a la concertation. Je sors d'une commune d'arrondissement où j'étais déjà délégué et je m'entends, je peux l'affirmer, je m'entends avec tous les maires des communes d'arrondissement. Nous avons le même territoire. Eux, ils ont des pans de territoire. Je crois que la concertation régulière avec l'implication des populations et même des acteurs au niveau des espaces marchands, nous pensons que nous allons réduire suffisamment à sa plus simple expression ce problème d'incivisme urbain. Je crois que les Yaoundéens ce soir peuvent déjà vous dire merci, ne serait-ce que pour cette annonce et nous sur ce plateau. Nous vous remercions pour votre disponibilité dès ce soir à répondre aux questions du 20h30 et on vous dit déjà bon vent à la tête de la capitale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous et à votre installation très prochaine. Et l'élection des 4 adjoints, de vos 4 adjoints, Luc Messiatangana, serait certainement terminée à l'heure qu'il est. Est-ce que vous avez des échos? Tout s'est terminé avant que je ne sorte de la salle. La liste de mes 4 adjoints a été également élue à une très large majorité. Le parti avait proposé à cette charge dans l'ordre comme premier adjoint M. Mvogomboa Simon, élu, Mme Enoa Flavienne et puis M. Palalou Mindjiyawa et enfin M. Kwayep Mbiada Justin. Confirmation donc de tous ces 4 adjoints. Oui, ils ont été normalement élus et ce sont des militants de la première heure, ils sont connus. Merci encore pour ces confirmations et à votre installation, je disais, et la suite de nos questionnements sur les priorités pour notre ville. Ce mardi était donc dernier jour pour l'élection des maires de ville. 13 maires sont désormais connus en attendant l'élection reportée à demain du maire de ville de Douala. En Konsamba, par exemple, dans le Mungo, Frédéric Nzoki Epo a été élu avec 72 voix sur les 75 votants au terme d'une longue journée de conciliabule. Il est âgé de 53 ans. Je vous propose ici de l'entendre interviewé par nos correspondants permanents de Sierre-TV Littoral à Douala. Nous allons mettre un accent particulier sur l'enlèvement des ordures ménagères. Nous allons travailler certainement sur les routes en collaboration avec les maires des communes d'arrondissement. Nous voulons permettre le décollage effectif de la ville de Konsamba en travaillant en collaboration évidemment avec les maires des communes d'arrondissement. La boucle est progressivement ainsi bouclée pour les municipales 2020 en dehors de Douala, dont on aura les résultats certainement demain. Et avec l'avènement des maires de ville, c'est l'entrée en vigueur de plein pied de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Ce sera la référence, le véritable livre de chevet pour ces super maires. Rodrigue Bertrand Tueno. C'est un visage bien connu dans le développement local à qui les conseillers municipaux des 3 arrondissements ont choisi de confier les clés de la ville de Garoua. Face à son concurrent Alioum Garga qui obtient 15 voix sur les 100 votants, le docteur Ousmaïla Mohamadou recueille 81 voix.
Le tout nouveau maire de la ville de Garoua, âgé de 56 ans, vétérinaire de formation et qui occupait jusqu'ici les fonctions de coordonnateur régional du programme national de développement participatif pour le Nord, est conscient des nombreux défis qui l'attendent. Je remercie le chef de l'État pour avoir eu confiance en moi en m'investissant. Actuellement, c'est d'abord les projets de la CAN. Il faut bien que la ville de Garoua soit prête pour contribuer à maintenir cette harmonie dans notre chère ville de Garoua. Au maire de la ville et ses adjoints Asmaou Abdou et Noivuna Hakassou, le préfet du département de la Benue prescrit l'action pour continuer à maintenir le charme bien connu de Garoua. Le maire doit se mettre au travail. Les élections sont déjà passées. Le maçon sera donc jugé au pied du mur. Il faudra donc qu'il se mette rapidement au travail pour permettre à cette ville d'aller davantage. C'est une équipe qui a la charge donc d'œuvrer avec audace pour que Garoua reste un centre d'attrait tant sur le plan national qu'international. Toutes nos excuses pour cette légère confusion. Nous étions plutôt dans le nord à Garoua où le maire de ville s'appelle le docteur Ousmaïla Mohamedou. Il était donc élu au cours de la session de plein droit du conseil de la communauté en présence du préfet du département de la Benue et c'est Claver Pascal Ndanga qui nous rendait donc compte de cette élection. Je reviens maintenant à la fin de ce processus pour les élections municipales 2020 et on peut le dire avec l'avènement des maires de ville, c'est l'entrée en vigueur de la loi de plein pied, de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées et de leurs acteurs. Ce sera leur référence, leur véritable livre de chevet, ce code-là pour ces super-maires. Rodrigue Bertrand-Thienou. Selon le Code général des collectivités territoriales décentralisées, le maire de la ville est compétent pour toute action relevant de l'intercommunalité, des grands travaux et des projets structurants. Ainsi, pas moins de 19 activités sont de sa compétence exclusive. On peut citer la mise en valeur des sites touristiques communaux, la création, l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins communaux, la collecte, l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, la participation à l'organisation et à la gestion des transports publics et urbains, la délivrance des certificats d'urbanisme, des autorisations de lotir, des permis d'implanter, des permis de construire et de démolir, la coordination des réseaux urbains de distribution d'énergie, d'eau potable, de télécommunications et de tout intervenant sur le domaine communautaire. Dans l'exercice de son pouvoir, des conflits de compétences avec les maires de communes peuvent surgir. Dans ce cas, seul le juge administratif est compétent. Pour une première analyse de ce processus pour les élections municipales 2020 qui s'achèvent, j'accueille à présent sur ce plateau Romuald Ntouissongok. Bonsoir Romuald. Bonsoir Adèle, bonsoir Bienvenue. À vous mesdames et messieurs. Alors, c'est une véritable révolution dans les municipalités, la fin des délégués du gouvernement, l'avènement des maires de ville qui vient boucler, on dirait, en beauté le processus pour ces municipales 2020. Une victoire à l'actif de qui? Collective? Une victoire collective attribuée aux Camerounais, assurément Adèle, au regard du chemin parcouru depuis 1956, si l'on feuillette en tout cas l'almanach national de l'histoire politique municipale. Cette année-là, et bien avant son indépendance, le Cameroun tenait déjà ses 3 premiers élus, 7 premiers maires de nationalité camerounaise. Il s'agit de Rodolphe Toko à Douala, Daniel Kemayou, édile de Nkongsamba, et André Fouda, le pionnier à la mairie de Yaoundé, la capitale. Mais c'est en réalité la loi du 5 décembre 1974 qui va servir de fondation à l'institution municipale post-indépendance encore, il faut l'admettre, assez perfectible. Il faudra attendre un nouveau vent, celui du renouveau national, et un homme, Paul Biya, auteur de Pour le libéralisme communautaire. Vous savez, ces livres, on ne le dit pas toujours, qui posent les jalons d'une plus grande implication et participation des populations dans l'organisation et la gestion des affaires de la cité. Cette vision fera corps avec les aspirations des citoyens et citoyennes camerounais au point de s'intégrer dans son vocabulaire actuel de décentralisation
dans la loi fondamentale du Cameroun suite à la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996. Depuis leur Adèle, la décentralisation est devenue une sorte de métaphore obsédante et répétitive dans le discours et l'action du chef de l'État, d'où, vous le comprendrez aisément, les lois de décentralisation du 22 juillet 2004 qui instaurent, entre autres, l'appellation de Ville 2 pour les communautés urbaines, et avec le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui conduit à l'élection des maires, le chef de l'État parachève son œuvre de modernisation du Cameroun à travers une démocratie locale forte. Pour me résumer, Adèle, cette victoire est donc celle de tout un peuple, à commencer par son chef Paul Biya, qui a certainement lu et intégré la maxime d'Émile Girardin, l'inventeur de la presse moderne, appelé souvent Napoléon de la presse, lui qui prétend que gouverner, c'est prévoir. Et on peut dire que ces super maires-là n'ont guère droit à l'erreur et ils n'auront visiblement d'ailleurs pas d'état de grâce ni de circonstances atténuantes avec ce précieux code général que vous venez d'évoquer, le code général des collectivités territoriales décentralisées, pour baliser leur action. Absolument pas, Adèle. Je viens modestement de rappeler le chemin parcouru. Il est à lui seul plus qu'une pression, une obligation de résultat et 3 raisons rapides pour le démontrer. Premièrement, les efforts colossaux de l'État pour doter les collectivités territoriales décentralisées d'une manière globale de moyens et compétences comme jamais auparavant. Et ce n'est point à vous que je rappellerai que ces entités disposent désormais de 15% des recettes annuelles de l'État, soit en environ... progression généralement annoncée. Ça va être chaque année désormais et cela représente environ 800 milliards de francs CFA dans un budget comme celui de l'année dernière. Et donc, il y a donc aussi cette pression de la part de certains délégués du gouvernement qui ont réussi à transformer le visage de certaines de nos grandes métropoles. Et à cet égard, Gilbert Timiévouna, pour ne parler que de lui, et qui s'assimilait lui-même au baron de Haussmann, bâtisseur du Paris moderne sous le Second Empire, eh bien, Gilbert Timiévouna a marqué les Yaoundéens par ses travaux et ses rêves d'une capitale fabuleuse et fascinante. Les nouveaux maires de ville ne doivent pas nous donner l'occasion aux Camerounais de regretter les délégués du gouvernement. Ils doivent faire mieux. Et troisièmement, il y a la pression du suffrage. Elle est telle, voyez-vous Adèle, que là où les délégués du gouvernement pouvaient agiter le paraclet du décret présidentiel pour ne devoir rendre compte qu'au sommet de l'État, les maires de ville, eux, seront comptables devant les conseillers qui les ont élus. Autant vous dire que ces nouveaux magistrats municipaux arrivent comme Mars en carême pour faire rejaillir sur les populations les bienfaits du progrès et de la modernité dont est porteuse la décentralisation. Merci Romuald pour ces éclairages et on va continuer de suivre, je le disais tout à l'heure, demain, l'élection du dernier super maire à Douala. Tout à fait. Pour boucler la boucle des 14 maires de ville donc, et pour parachever le processus. Côté législatif maintenant, Elections Cameroun prépare déjà les élections partielles décidées dans 11 circonscriptions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et les CAM tenaient ce mardi une session de plein droit de son conseil électoral sous la conduite de son président Eno Abrams Egbe. Reportage Agnès Solange à Bessolo. C'est une élection partielle aux enjeux essentiels compte tenu du climat sociopolitique des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces enjeux ne doivent cependant pas occulter les valeurs traditionnelles qui font depuis toujours la fierté et la particularité de notre peuple. Pour prendre en compte tous ces aspects, Elections Cameroun a mis sur pied un comité de coordination stratégique en vue de faire le point du matériel existant. Nous devons travailler et veiller à ce que les élections ne soient jamais dans notre pays source de fractures sociales ou un facteur de remise en cause de la paix sociale. S'agissant de l'organisation harmonieuse de cette élection partielle dans le nord-ouest et le sud-ouest, j'exhorte les candidats à toujours avoir à l'esprit que nous sommes toutes et tous des filles et fils de ce pays qui souhaitent le diriger vers des lendemains meilleurs. Sans oublier que les électeurs sont les acteurs privilégiés de ce scrutin. Je voudrais vous exhorter à vous abstenir des actes discourtois et d'intolérance envers tous ceux qui viendront vers vous. Et dès la rouverture de la campagne électorale, ils pourront de nouveau apprécier leur choix. Je vous invite donc à avoir un comportement citoyen
afin de pouvoir au moment opportun faire un choix responsable et consciencieux, un choix pour notre meilleur devenir. Aux hommes et aux femmes de médias, le président du Conseil électoral rappelle la lourde mission qui est la leur, informer l'opinion en toute objectivité. Et d'autres nouvelles de ces élections des maires de ville au fur et à mesure qu'elles vont nous parvenir. Dans la suite de ce journal, parlons de tout à fait autre chose à présent. Le directeur général de l'Organisation internationale pour le bambou et le rotin est en visite de travail en ce moment au Cameroun. Après des entretiens avec le ministre des Forêts et de la Faune hier, ce mardi, le Tanzanien Alim Choumo est allé dire l'intérêt que son organisation accorde à ses produits forestiers au Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. La synthèse de ces échanges avec Laurentine Bokono. Carrefour Vombia Yaoundé, c'est l'un des hauts lieux où des mains artisanales transforment le rotin au quotidien. Cette lanière jaune pâle constitue la matière première pour la fabrication des meubles en rotin ou en bambou selon le cas. Naturel, écolo, polyvalent, le bambou et le rotin ont eu les honneurs qui leur sont dus ce mardi à l'immeuble Étoile. Directeur général de l'Organisation internationale pour le bambou et le rotin, Alim Poumou en est sorti regaillardi et reposé comme sur un divan en rotin. I've been very happy to be able to see the Prime Minister. Who like President Biya himself, is a very strong friend of INBA, and he has shown all the support, has promised to show all the support in what INBA has been doing and will be doing. Alors que l'on peut se reposer sur un lit en rotin à l'ombre des bambous dans son jardin, l'une et l'autre matière présentent des qualités quasi infinies dont les collectivités peuvent tirer avantage face aux mutations climatiques. Pour 2021, Yaoundé abritera la 12e session du Conseil de l'Imbar. Le bureau qui a été inauguré officiellement en décembre 2019 a bénéficié d'une allocation spéciale du chef de l'État d'un montant de 20 milliards de francs CFA pour l'acquisition de ces bureaux. L'Organisation internationale sur le bambou et le rotin est une organisation intergouvernementale indépendante consacrée à l'amélioration des avantages que peuvent apporter le bambou et le rotin au niveau social, économique et environnemental, aux producteurs et aux utilisateurs. Elle a été créée en 1993. Son siège, qui se trouve en Chine, a reçu la visite du président Paul Biya en septembre 2018 et a signé des accords avec le gouvernement camerounais. Le président Paul Biya, invité aux travaux du sommet Afrique-France prévu du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux. Le carton d'invitation était officiellement transmis par l'ambassadrice secrétaire générale du sommet Afrique-France. Son Excellence Stéphanie Rivoal était reçue ce mardi en audience par Adoum Gargoum, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures. Le reportage de William Badier. Dans le cadre des préparatifs du sommet Afrique-France annoncé du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux, son Excellence Stéphanie Rivoal, ambassadrice secrétaire générale du sommet Afrique-France, s'est rendue au ministère des Relations extérieures en compagnie de Christophe Guilou, l'ambassadeur de France au Cameroun. Reçue par le ministre délégué Adoum Gargoum, la diplomate française se dit très satisfaite de la présence annoncée de Paul Biya au sommet du mois de juin 2020. Je suis très heureuse de la confirmation de la présence du président Paul Biya à ce sommet. J'ai aussi eu la confirmation d'une importante délégation camerounaise composée de plusieurs ministres concernés par le thème du sommet, qui est les villes et territoires durables. En une heure d'échange, les deux personnalités vont évoquer les sujets débattus au cours de ce prochain sommet. Nous allons parler de développement urbain, d'environnement, de création d'emplois, de développement économique. Et je sais que le Cameroun et son dynamisme remplira le sommet de projets concrets et de réalisations. L'actualité, c'est aussi ce procès en cours à Paris contre des auteurs d'actes de vandalisme perpétrés contre l'ambassade du Cameroun à Paris. L'État du Cameroun, représenté par son ambassadeur en France, a porté plainte, on le sait, contre 3 membres de l'organisation dénommée Basse Brigade Anti-Sardinard. Les accusés étaient donc devant la barre ce dernier jeudi au tribunal de grande instance de Paris. Le procès a été
été cependant reporté. En voici les raisons dans cet entretien de Éric Le Golf et de Séverin Alégambélé avec l'avocat de l'État du Cameroun. Écoutez plutôt. La raison de ce report est essentiellement technique, car ce jour, le conseil de M. Thiam Abdoulaye, dit Calibro, avait adressé au tribunal une demande de renvoi au motif que son client a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Et cette demande, qui est une manière de demander à l'État français de financer donc, pour lui des frais d'avocat, cette demande a été déposée le 6 février 2020, soit quelques jours seulement avant l'audience. C'est un argument qui est imparable à chaque fois que la demande de renvoi est fondée sur la régularisation de la désignation d'un avocat. Même le tribunal ne peut pas s'y opposer. Dire qu'on est dans un procès politique, c'est méconnaître les règles de la procédure pénale en France telles que je viens de vous l'énoncer. Je ne vois pas en quoi ce procès serait politique dès lors que ce procès, à proprement parler, oppose le ministère public français aux prévenus. Ici, sur place au Cameroun, la Haute-Sanaga, mobilisée derrière le président Paul Biya en toutes circonstances, l'élite et la population du département tenaient meeting ce dernier dimanche à la maison du parti de Nangaï Boko. Rencontre pour fustiger la récente déclaration du président français et pour renouveler leur soutien indéfectible et inconditionnel au chef de l'État. Christelle Fouda était à Nangaï Boko. La Haute-Sanaga reste soudée derrière les institutions de la République. Engagement pris à Nangaï Boko au cours d'une rencontre politique qui a mobilisé les élites et forces vives de ce département. Présidé par Ismaël Bidongpat, chef de délégation permanente du RDPC dans la Haute-Sanaga, ce meeting a permis aux populations d'exprimer leur mécontentement suite à l'ingérence étrangère dans les affaires internes du Cameroun. Les populations de la Haute-Sanaga, rassemblés comme un seul homme, soutiennent fermement leur chef de l'État. Face à tout ce que nous voyons, nous avons tenu à marteler notre soutien derrière le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. La rencontre qui a permis de saluer les efforts de maintien de la paix engagés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a débouché sur une motion de soutien au président Paul Biya, laquelle a été signée par les élites de la localité, au nombre desquels Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ismaël Bidongpat, ministre des Arts et de la Culture, honorable Hilarion Eton, le sénateur Jean-Marie Pongmoni et bien d'autres. Feuilletons à présent les belles pages de la relation Chine-Cameroun. Son Excellence Wang Yingwu, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Cameroun, échangeait hier lundi avec le ministre des Relations extérieures, son Excellence le jeune Mbela Mbela. Les deux hommes ont fait le point des infrastructures chinoises en cours de réalisation au Cameroun et des retombées du grand dialogue national, entre autres sujets. La synthèse de William Badier. Les contacts réguliers entre dirigeants camerounais et chinois traduisent très clairement la bonne santé de la relation séculaire qui lie les deux pays. Au plus haut niveau, le président Paul Biya et son homologue chinois Xi Jinping ont réciproquement effectué des visites officielles en Chine et au Cameroun. Et en croire l'ambassadeur de Chine, la coopération sino-camerounaise se nourrit, se développe et porte des fruits grâce aux contacts téléphoniques réguliers entre Paul Biya et Xi Jinping. Nos deux chefs d'État ont des communications mutuelles. Ils se sont échangés des points de vue sur la coopération entre nos deux pays. Ils sont satisfaits de notre coopération dans tous les domaines. Et ils ont aussi donné des instructions pour renforcer davantage notre coopération amicale dans tous les domaines. Fidèle ami du Cameroun, depuis le 26 mars 1971, date de l'établissement des relations diplomatiques, la Chine se positionne aux côtés du Cameroun non seulement comme un partenaire fiable dans l'accomplissement de ses missions de paix, de sécurité et de développement économique, mais aussi comme un ami respectueux de l'État et du peuple camerounais. La Chine a toujours une compréhension
un soutien au gouvernement camerounais, au peuple camerounais, pour la sauvegarde de la souveraineté, de la paix, de la sécurité et du développement. Après avoir félicité le gouvernement camerounais pour la tenue du grand dialogue national et de ses principales recommandations que sont l'accélération de la décentralisation et le statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la Chine, par le biais de son plénipotentiaire, se propose une fois encore de soutenir le gouvernement camerounais dans la reconstruction des infrastructures dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À présent, la suite de notre série sur l'activité des organisations non gouvernementales au Cameroun. Série ouverte après le rapport surprenant de l'ONG Human Rights Watch, un rapport subrepticement retiré de l'Internet. Et question ce soir, qui donc finance ces activités des ONG? Sont-elles vraiment aussi libres et indépendantes qu'elles le laissent croire? Voici l'éclairage dans cette enquête de Oswald Medon. Leur budget pèse généralement lourd. Pour plusieurs ONG, il s'évalue en termes de centaines de millions d'euros. L'une des plus importantes de toutes, Oxfam, revendique 500 millions d'euros, tandis que Greenpeace affiche 165 millions d'euros. Des sommes qu'il faut bien trouver quelque part. Mais à y regarder de près, les seules contributions des membres et appels à la générosité publique restent très insignifiants. C'est alors que rentrent en jeu les donateurs. C'est des gens qui ont un certain nombre d'exigences derrière, parce qu'en fait, ils ne financent pas gratuitement. Lorsque les ONG disent ne pas recevoir de fonds de la part des États, c'est une manière de vouloir dire qu'elles sont autonomes. L'autonomie dans ce monde-là n'existe pas, c'est une idée de fakir et de moine. Mais ces mécènes à col blanc ne sont pas toujours si blancs que ça. Ces gens qui sont les donateurs sont plus ou moins proches d'un certain nombre de lobbies, d'un certain nombre de gouvernements. Et donc à ce titre-là, ces donateurs-là fonctionnent en réalité comme des intermédiaires, comme des relais de pouvoir tapis dans l'ombre qui en réalité dictent leur volonté. Et vu les enjeux, il est presque impossible aux ONG de fonctionner sans quelques financements occultes. Il y a fort à parier que certaines ONG fonctionnent aujourd'hui comme des espaces de blanchiment d'argent. Suffisant pour décrédibiliser ou tout au moins ne pas prendre pour argent comptant tout rapport, puisque difficilement marqué par le sceau de l'impartialité. L'armée camerounaise est parfois sur la sellette dans certains de ces rapports des ONG installées au Cameroun. Pourtant, le diptyque Armée-Nation continue de se déployer avec succès sur tous les fronts en cette saison. Rappelons ce soir ces actions civilo-militaires de l'armée camerounaise en totale immersion au sein de la population à travers les 10 régions. L'exemple, ce reportage diffusé il y a quelques mois sur nos antennes, c'était à Photocol dans l'extrême nord, des militaires dispensant des cours aux élèves dans certaines écoles désertées par des enseignants pour cause d'insécurité. Un reportage de Job Nganadako de CRTV Extrême Nord. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Asseyez-vous. Un enseignant peu ordinaire dans cette salle de classe de l'école publique de Sakmé dans l'arrondissement de Photocol. Depuis le début de cette année scolaire 2017-2018, ces élèves qui n'ont plus revu leur enseignant à cause de l'insécurité ont pour instituteur ce soldat de 2e classe. Nous avons ici un regroupement de 4 salles de classe. Oui, nous avons les élèves du CE1, CE2, CM1, CM2 ici. Une occasion rêvée pour ces élèves qui ont un parcours scolaire parsemé d'embûches. Les militaires sont donnés le cours, beaucoup de cours, les sciences, la géographie. Quand je serai grand, je vais être enseignant. Même scénario ici à l'école publique d'Afadé où le maître est aussi un militaire. Pour les autorités, ces élèves profitent ainsi d'une formation jamais égalée. Je vous invite peut-être d'ici le 20 mai, vous allez voir comment ces gars défilent. Ils font leur passage, c'est au pas militaire. Armée, nation, un lien inhérent à la stratégie camerounaise de défense basée sur le concept de défense populaire. Nous nous sommes rendus compte que la population est rentrée. Il y a les infrastructures,
Mais les enseignants étaient un peu réticents pour rejoindre leur établissement. Et il ne fallait pas laisser ces enfants passer une année blanche. Cette synergie d'action entre la nation et son armée s'impose comme une stratégie gaillarde. Revenons à cette actualité du jour, l'élection des super-maires des villes. À Kribi, ce sera Emmanuel Sabikanda. Il s'est imposé à l'issue d'un scrutin à huis clos dans la salle des fêtes de Kribi, en présence du préfet de l'Océan, Antoine Bissaga. Nous allons entendre le maire de la ville de Kribi dans un entretien mené par Daoud Moulion. Conseils municipaux qui m'ont donné leur confiance. Ce que j'apporte pour la ville, c'est mon expertise, mon expérience. Et surtout que nous avons un appui puissant, un appui légal. C'est le Code général de la décentralisation du 24 décembre 2019 qui a donné une réponse à toutes nos attentes, à toutes nos préoccupations. Dorénavant, on peut juger un maire parce qu'il y a les moyens, il y a l'axe, il y a les textes et vraiment il y a une latitude pour pouvoir faire quelque chose. La mandature que nous avions jusqu'à 24 décembre 2019 a été une mandature très difficile parce qu'il y avait un transfert de compétences mais pas un transfert de moyens concomitant. Ça nous a été difficile à gérer. Mais maintenant le Code a répondu à 4 de nos préoccupations. Il y en avait 5. La cinquième c'est le problème foncier. Il faut que les maires soient impliqués dans le processus de commission consultative. Mais les 4 autres réponses sont là. Il y a le statut général, il y a le statut de l'élu local qui est là. Nous avons le statut. Il y a le Code répond au statut de la fonction publique locale. Nos enfants ont un statut. Nous demandions, il y a plus de 10 ans, 10% des recettes du budget de l'État. Aujourd'hui, nous sommes passés à 15% de Code répond à cela. Et enfin, la quatrième préoccupation, c'était la quatrième préoccupation était plus générale. Et le Code a répondu à toutes ces préoccupations et nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles, on peut voir l'avenir avec sérénité. L'avenir avec sérénité, vous venez de l'entendre du tout premier maire, celui-là qui est inscrit dans son nom dans l'histoire de la décentralisation à une nouvelle ère ici à Kribi. Et il faut dire que nous avons dû négocier pour qu'il sorte pour l'extirper de cette salle de session où cette session de plein droit se tient justement à huis clos depuis cet après-midi. Et justement, les travaux se poursuivent dans le but d'élire encore le premier et le deuxième adjoint qui travailleront aux côtés du maire Emmanuel Sabikanda. En direct de Kribi, Daoud Moulion, Saint-Gélina. Merci Daoud. Parlons santé et vous le savez peut-être déjà, au CRASER, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, il se tient la première session de formation pour l'obtention du diplôme universitaire de chirurgie endoscopique en gynécologie et ce diplôme sera reconnu sur le plan international et ce mardi, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur est allé présider la cérémonie de lancement officiel de cet événement. Nous allons certainement à Douala pour une autre actualité maintenant. C'était un débat sur le franc CFA que certains experts de la capitale économique ont exposé un débat sur le franc CFA. Donc, devant ces étudiants de l'Institut de Douala, nous allons avoir ce reportage dans quelques instants sur cette antenne. Pour vulgariser la chirurgie endoscopique en gynécologie, il n'y avait pas meilleur cadre symbolique que l'amphithéâtre Maurice-Antoine Bruyas du CRASER, du nom de l'inventeur de la chirurgie endoscopique. Ce site où le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famdongo, signait il y a un an une convention avec la Société internationale de chirurgie endoscopique et l'Université de Yaoundé 1 qui assure la codiplomation du diplôme universitaire international de chirurgie endoscopique
en gynécologie. Cette vision que le président de la République, chef de l'État, le couple présidentiel a eu pour mettre sur pied le CRACER, qui se transforme aujourd'hui en de formation et de déploiement des enseignements pointus dans le domaine de la gynécologie endoscopique, c'est des choses que nous ne pouvons pas décrire. Au CRACER, pas moins de 52 interventions chirurgicales pour que les apprenants se fassent la main. En 2 semaines, figurez-vous que nous avons descendu 1 tonne de connaissances jamais égalées. Nous avons fait beaucoup de choses ici, des choses que vous ne pourrez même pas faire, même en restant 6 mois en Europe, vous ne pouvez jamais les faire. Ce qui est important dans la prise en charge chirurgicale des patients, c'est de savoir opérer. À travers son recteur, professeur Maurice Aurélien Sosso, l'Université de Yaoundé 1, et le docteur Alfonso Rossetti d'Italie, membre de la Société internationale des chirurgiens endoscopiques en gynécologie, tous adoubent une initiative qui restitue la sacralité du corps de la femme. Annoncé un diplôme universitaire en scénologie et un autre en reproduction humaine. La nouvelle gouvernance universitaire est en marche. C'était donc plutôt Joseph Clément Ongba que vous venez d'entendre sur le lancement ce mardi de cette formation au CRACER. Restons en santé pour le dispositif national de riposte contre le coronavirus au Cameroun, un dispositif qui est au point. Le ministre de la Santé publique effectuait une évaluation hier lundi à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen et à l'hôpital central, la capitale, entre autres étapes. À l'issue de cette visite, le docteur Manaouda Malachi s'est exprimé face à la presse et voici un extrait de cette déclaration collectée par nos reporters. Nous tenons à dire que la démarche préparation qui a été mise en œuvre n'est pas que pour les villes de Douala et de Yaoundé. Nous devons nous déployer sur l'ensemble du territoire national. Et c'est pour ça que nous avons prévu des formations, que ce soit dans les chefs-lieux des régions ou aux postes frontières, pour que la plupart, n'est-ce pas, de nos compatriotes soient informés et régulièrement informés sur la compte à tenir. Ces très hautes instructions que nous avons reçues de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, et pour lesquelles nous tenons la main ferme, devraient pouvoir également faire partie des responsabilités des uns et des autres, pas simplement des personnels de la santé, pas simplement de ceux qui sont membres de ce groupe technique qui se réunit chaque jour, mais de chaque Camerounais. Parlons à présent de ce 8 mars qui s'annonce. C'est dimanche prochain, la 35e édition de la Journée de la femme, la Journée internationale de la femme, et ce sera le temps de l'évaluation des actions menées pour la promotion des droits de la femme, également le temps de fixer un nouveau cap. Ainsi peut se résumer le thème choisi pour cette édition 2020. Martine Noël Ndengue. Bilan, celui des actions menées en faveur de la promotion des droits de la femme au Cameroun. Le thème choisi pour cette 35e édition de la Journée internationale de la femme est une invite à faire le point. Nous sommes tous conscients du fait que la pauvreté atteint plus les femmes, que le VIH s'est féminisé à un moment, que la femme n'a pas toujours accès aux sphères de prise de décision, que la femme subit un certain nombre de violences et de discriminations, parfois même au sein de la famille, de la communauté et de la société en général. Depuis la conférence internationale des femmes tenue à Beijing en 1995, les résultats sont encore loin des objectifs fixés. Depuis 1995, les pays mettent donc en œuvre ce plan d'action qui avait été adopté. Et 25 ans après cette adoption, il faut faire le point sur ce qui a été fait. Il s'agit également de fixer un nouveau cap pour les prochaines années. Le chef de l'État l'avait déjà annoncé depuis la campagne présidentielle en s'engageant à institutionnaliser la parité homme-femme. Donc le nouveau cap dans ce septennat des grandes opportunités serait peut-être, entre autres, la parité homme-femme. Un espoir nourri par la majorité des femmes camerounaises.
À l'Assemblée nationale, les dames sont déjà dans le bain de ces préparatifs du 8 mars. Elles se sont retrouvées hier lundi autour d'une causerie éducative sur le thème des instruments juridiques pour la protection des droits de la femme et de la fille. Marlise Enoambarga Oumo. Nombreuses sont encore ces femmes-là qui ignorent leurs droits et se laissent souvent abuser malgré elles et par n'importe qui. En sa qualité d'auguste institution où sont votées les lois de la République, l'Assemblée nationale entend sensibiliser les femmes qui sont au quotidien à son service. Nous avons œuvré, dispensé la connaissance des droits, surtout sur l'éducation de la jeune fille. Si nous voulons ensemble combattre les violences et lutter contre la précarité de la femme, il faudrait que le problème de concubinage soit pris en compte. La causerie de ce lundi a donc permis à ces dames de prendre davantage connaissance de leurs droits. Nous nous intéressons moins à ce genre de débat. C'est quand nous nous retrouvons en difficulté que nous nous rendons compte qu'on a tout perdu. Pourtant, ce qu'il nous fallait faire, on devait tout simplement être prévenant pour ne pas tomber dans des pièges. Au-delà d'une simple causerie éducative, l'Assemblée nationale entend faire de ces femmes de véritables amazones et défenseurs des droits de la femme. Les femmes sont pour la plupart des femmes administratives, des fonctionnaires, et toutes ne participent pas au débat. Donc nous avons jugé utile que la masse des femmes de l'Assemblée nationale soit au fait de tous ces instruments juridiques. Cette commission marque ainsi le début des activités de la GIF 2020 à l'Assemblée nationale et c'est d'ailleurs bien parti pour ces dames. Ici à la CRTV, les dames poursuivent cette semaine d'activités préparatoires après la marche sportive du week-end et la journée spéciale santé hier lundi. Ce mardi, les dames de l'office étaient invitées spéciales à l'enregistrement du programme de divertissement Midi Life. Retour sur cette belle ambiance sur le plateau avec Laetitia Onana. Le personnel féminin de la CRTV a investi de fort belle manière le plateau et même les coulisses de Midi Life, programme quotidien de divertissement de la chaîne au cœur de la nation. Des surprises, il y en avait. Tenez par exemple Madame la vedette du 20h30, introduit en lieu et place de la présentatrice l'émission. Les femmes de la CRTV sont nombreuses sur ce plateau aujourd'hui pour faire la fête avec vous pendant les prochaines 52 minutes. Bienvenue. Dans le coin cuisine, les maquilleuses, perchées sur leurs hauts talons, jouent les cordons bleus aux côtés du chef Achille. Participer à Midi Live, c'est notre contribution d'abord pour l'antenne et c'est aussi un moyen pour nous de nous défouler, de parler d'autres choses, de faire autre chose qui est différent du travail qu'on fait au quotidien ici à la CRTV. Les 52 minutes consacrées au programme se sont révélées un grand moment de détente pour une émission qui sera diffusée cette semaine sur les antennes de la CRTV. Et demain, mercredi, les femmes de la CRTV vont s'imprégner de la culture d'entreprise au sein de l'office. Et le thème de cet échange avec des experts en ressources humaines et gestion va s'articuler autour de cette culture d'entreprise et de la contribution des femmes au climat social au sein de la CRTV. Je vous le disais tout à l'heure, le franc CFA était récemment en débat à l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques à Douala. Le conférencier, le professeur Chico Eboué, était entouré d'autres sommités de l'actualité monétaire et financière en Afrique. Joseph Itote rend compte depuis Douala. L'exposé des motifs du professeur Chico Eboué, justifiant la nécessité des réformes, a mis en exergue le fait que le franc CFA soit une monnaie favorable aux importations et défavorable aux exportations. Il en résulte un déficit commercial chronique qui impacte négativement les économies des pays qui ont en commun la dite monnaie. Les réformes, il y en a eu. Le professeur Chico Eboué a fort opportunément rappelé celles de 1972 et 2008 qui ont porté le quantum des réserves de change de 100% à 65% et de 65% à 50%. La récente annonce de la substitution du franc CFA par l'ECO en Afrique de l'Ouest
a également été présenté comme un motif d'accélération de l'agenda des réformes en zone CEMAC. Il faut faire la réforme et il faut une durée pour qu'elle soit efficace. Parce qu'il y a des aspects techniques qui ne peuvent pas être faits one shot. Exemple, les billets de banque. Si nous décidons que ces billets ne sont plus émis par la Banque de France, il nous faut soit nous tourner vers d'autres fournisseurs qui nous fourniraient des billets moins chers que ceux que nous fournit la Banque de France, soit nous mettre à produire. Produire, ça va exiger du temps. La centralisation des réserves de change et la garantie de convertibilité ont aussi été abordées. Mais en fin de compte, à quoi bon avoir un prêteur en dernier ressort qui ne prête pas ? À quoi bon garder nos réserves chez un caissier si ce n'est que pour nous vendre les euros que nous-mêmes nous produisons par nos exportations. Les échanges se sont déroulés sous la conduite du professeur Marie-Thérèse Oumgwen, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée de l'université de Douala. Pour le top management de l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques, aborder les questions d'actualité économique et financière, c'est aguerrir les étudiants pour en faire des experts aux têtes bien faites. À Douala toujours, la société anonyme des brasseries du Cameroun, usine de Ndokoti, désormais équipée d'une nouvelle chaîne de production. Cet outil, d'une valeur de 15 milliards de francs CFA, a une capacité de production de 25 000 hectolitres par an. Cet outil va positionner l'entreprise dans le peloton de tête des industries agroalimentaires. Retrouvons à Douala Claude Maillot. Première entreprise brassicole, la Société anonyme des brasseries du Cameroun réaffirme son rôle de leader. Soucieuse de la satisfaction de ses consommateurs, elle vient de se doter d'un équipement de pointe pour être plus compétitif sur le marché. La ligne vert numéro 14, la crème de la technologie industrielle que seules 2 entreprises dans le monde possédaient jusqu'à ce jour, fait désormais partie de ces installations. C'est l'un des derniers pavés de l'investissement de 65 milliards qui est cette ligne 14. Ligne de production et de conditionnement en verre. C'est 180 millions de bouteilles par an qui vont être produites sur le 1,8 milliard de bouteilles que produit le groupe SABC. C'est donc à peu près 10% des besoins totaux du groupe SABC. L'investissement inauguré cette semaine dans son usine de Ndokoti rentre dans le cadre du plan triennal de la SABC lancé en 2017. La capacité de production des SABC a doublé. Ça passe de 12 800 hectolitres à 25 000 hectolitres avec un investissement de plus de 12 milliards. Et parce que chaque produit du groupe SABC est un engagement au développement du Cameroun, le gouvernement et ses partenaires se félicitent de cet accompagnement qui permettra à nouveau de valoriser la matière première locale. Le secteur industriel permet de valoriser la matière première produite au Cameroun, notamment le maïs. Et ce sont donc des milliers d'emplois qui tous les jours servent à la fabrication de bière. Depuis 70 ans, la Société anonyme des brasseries du Cameroun ne cesse d'accroître ses performances. Une dynamique d'investissement technologique et bientôt agricole, marque déposée de Emmanuel de Tali, le directeur général. Fort de ce dévouement envers le Cameroun, le chef de l'État lui exprime sa reconnaissance. C'est la reconnaissance des 6600 collaborateurs, des 9 usines, des 42 centres de distribution, des 220 distributeurs, des 100 000 points de vente. Cette reconnaissance va à tout ce monde-là, à cet écosystème. Et donc je suis fier de leur dédier cette médaille. À travers la chaîne numéro 14 de l'usine de Ndokoti, le groupe SABC réitère sa vision d'être leader de l'agro-industriel régional de référence dans la production et la commercialisation alimentaire. Avant la page des sports, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son Excellence Rumen Radev, le président de la République de Bulgarie. C'est à l'occasion de la fête nationale de ce pays ami, ce 3 mars 2020.
En sport, d'abord l'évaluation des avancées sur l'une des infrastructures majeures de la CAN 2020, le complexe sportif d'Olembe, dont une certaine presse avait annoncé l'arrêt des travaux. Cependant, le groupe McGill poursuit la réalisation de l'ouvrage. Allons donc voir ces avancées significatives et le visage du chantier d'Olembe ce mardi. C'est une photographie que signe Germain-Noël Essengue. Ce qui constituait le gros œuvre en décembre dernier, dans ce stade annexe, B de Lembe a subi une transformation véritable. Vestiaires, sanitaires et autres salles polyvalentes sont désormais livrées. Les tribunes entièrement équipées de sièges et des mâts d'éclairage déjà disponibles. Sur le stade principal, cette couche de sable est la toute dernière étape avant l'ensemencement. Dans les jours à venir, les semences vont arriver des États-Unis par fret aérien, et dans le courant du mois d'avril, les semences seront l'entretien et on fera la maintenance. Donc on ne modifie pas le planning et on subit aujourd'hui aucun retard. Une certaine presse a fait état entre-temps du jet d'éponge de l'entreprise McGill. Faux, selon la partie camerounaise. Ça c'est fake news, vous connaissez comment les réseaux sociaux fonctionnent. Vous avez vu bien Franck Mathieu, vous avez vu que le travail est en train d'évoluer et nous avons des deadlines qui doivent donc être bons. Je pense que c'est un fake news. Je n'ai pas fui, je n'ai pas disparu. Je suis le patron de l'international de McGill et pas le chef de projet. Nous ne sommes pas là pour jouer les jeux de désinformation de quelques parties que ce soit. Je peux comprendre que contrairement à l'entreprise précédente, nous n'avions pas les mêmes méthodes de travail. On diagnostique, on évalue et on commence les travaux. L'entreprise canadienne confirme ses engagements contractuels. On a annoncé un planning pour le mois de juillet avec la mise en service des équipements. On n'a pas de raison aujourd'hui de décaler. Le tour des chantiers de ce jour a conforté le maître d'ouvrage. Nous avons un chronogramme qui sera tenu et nous ne pouvons que nous en réjouir. Le chantier avance certes doucement, mais sûrement, et dans une vingtaine de jours, les premières pousses de l'herbe seront effectives. Et le deuxième épisode de ce compte à rebours pour le CHAN 2020 avec un arrêt ce soir au stade Omnisport de Yaoundé. La Reine va accueillir la poule A, celle du Cameroun, et le stade affiche déjà fière allure. L'infrastructure subit en ce moment quelques retouches simplement pour davantage de commodité. Germain-Noël Essengue, une fois de plus. Une pelouse verdoyante, parfaitement tondue et bien irriguée. Y a-t-il mieux pour conduire et contrôler le ballon? Les sièges ont été relookés, installés sur la tribune de presse. Le Media Center est achevé et n'attend plus que sa réception. Mais ces images sont encore sous embargo. Le vestiaire a subi un coup de pinceau. Le stade Omnisport de Yaoundé à ce jour n'attend plus que le grand jour. Le stade Omnisport Yaoundé est absolument prêt. Si ce que vous observez, ce sont les travaux de fête, des travaux de réglage qui sont faits en ce moment. Nous aurons quasiment une innovation ici au stade Omnisport Yaoundé. C'est la VAR. Les entreprises habilitées et techniquement prêtes ont été appelées pour que nous soyons prêts à travailler dans ce sens sans incident. Côté billetterie, on annonce une innovation. Nous allons effectivement utiliser le contrôle électronique et précisément les tourniquets que nous avons ici. N'oublions pas que le stade Omnisport Yaoundé est prêt depuis 2016 et a abrité la grande compétition que nous avons organisée en 2016. Donc ce qui est fait sont des améliorations. Je dois vous dire avec certitude, sans risque de me tromper, que le stade Omnisport Yaoundé n'a absolument rien à envier avec les plus grands stades du monde. Tant peu de football camerounais et entre des lions indomptables, l'infrastructure qui abritera le groupe du Cameroun sera très sollicitée, raison pour laquelle elle se fait belle. La fin du 20h30 avec 16 assurances, une édition préparée avec la collaboration de Karine Olivia Bit, Augusta Ngononga et Stéphane Zimbomo. Un autre journal vous est proposé sur cette antenne à minuit, présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Restez avec nous sur la CR TV. Martine Noël-Dengue et ses invités en cette semaine de la femme vous proposent un débat sur le
cancer du col de l'utérus. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. CRTV News, ici, toute l'info.